Alors, je présente désormais rapidement la notion d'architecture entre le CPU et le GPU. Alors, pour comprendre un petit peu pourquoi les calculs sur GPU sont plus rapides, mais aussi pourquoi on les utilise pas partout. Alors, premièrement, dans une application graphique, vous avez votre code principal, celui qui fait tourner le programme, qui est exécuté sur le processeur central, ce qu'on appelle le CPU. Dans notre cas, c'est le code C++ qui a été compilé en un exécutable. Alors, les données manipulées par ce code, elles sont stockées dans la mémoire RAM qui est accessible au CPU. Alors, les CPU d'aujourd'hui, ils vont avoir de l'ordre d'une dizaine de cœurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent traiter environ 10 opérations en parallèle à une fréquence qui varie entre 2 à 3 GHz. Et même des processeurs de serveurs professionnels très chers, ils n'auront pas beaucoup plus qu'une vingtaine de cœurs actuellement. Et la mémoire RAM, quant à elle, elle a généralement une dizaine de gigas, un petit peu moins pour des petits portables et plusieurs dizaines pour des PC fixes. Et on peut monter encore un peu au-delà pour des serveurs. Alors, la carte graphique ou le GPU, c'est une carte, ou au moins une partie d'une puce, qui est dédiée, qui possède ses propres unités de calcul et de mémoire, qu'on va appeler parfois VRAM, pour vidéo RAM, et qui n'est accessible qu'au GPU, sauf cas particulier des systèmes on-chip. Alors, même si vous n'avez pas sur votre portable une carte graphique spécifique, qu'on appelle une carte discrète, soit NVIDIA, soit AMD, vous avez en fait une partie de votre processeur qui sera dédiée à la partie graphique et qu'on appelle le chipset graphique. Et donc, une des spécificités du GPU, c'est qu'il va posséder un très grand nombre de cœurs en comparaison du CPU. Alors, une trentaine pour un chipset classique, voire plusieurs centaines pour une petite carte graphique dédiée, et plusieurs milliers pour une carte qualifiée de gamer. Donc, la plus grosse carte graphique gamer actuelle chez NVIDIA, c'est la RTX 4090 qui a plus de 16 000 cœurs. Et donc, on peut traiter des dizaines de milliers de sommets ou de pixels en parallèle. La fréquence d'un GPU, elle est généralement autour d'1 à 2 GHz, et la VRAM, elle va varier de quelques centaines de mégas pour les chipsets à quelques gigas pour les cartes gamers. Et les cartes pro, pour de l'apprentissage, elles peuvent monter à un peu plus de 50 gigas. Alors en aparté, quand on compare le prix par rapport à la performance, les GPU sont nettement plus intéressants que les processeurs. Et donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'on ne fait pas même tout tourner sur GPU. Alors en fait, le principe d'un GPU, il est un peu différent. Alors les GPU sont des machines à faire des calculs, mais des calculs similaires en parallèle sur beaucoup de données très localisées en mémoire. On parle d'architecture SIMT pour Single Instruction Multiple Threads. Tous les threads, ils exécutent des instructions en parallèle, et ces threads sont eux-mêmes groupés en blocs qui ont des données vectorisées et qui doivent donc suivre les mêmes instructions au même moment. Et donc, elles sont par contre pas idéales pour suivre des instructions différentes sur une seule donnée avec des sauts et des recherches aléatoires en mémoire qui sont mieux gérées par des processeurs classiques. Et puis, sans rentrer dans le détail, les GPU sont également classiquement dédiés à faire du calcul sur des nombres flottants à simple précision et sont nettement moins adaptés pour d'autres types d'opérations, comme du calcul sur double précision ou de l'adressage mémoire sur des entiers longs, etc. Alors le principe général de la communication entre le CPU et le GPU, c'est le suivant. Donc, dans un premier temps, le CPU crée des données nécessaires et les stocke en RAM, par exemple les données du maillage. Ces données, elles sont ensuite envoyées sur la VRAM de la carte graphique et c'est typiquement le cas des VBO. On utilise pour ça des appels OpenGL pour les envoyer. Ensuite, au moment de l'affichage d'un objet et à chaque appel à draw, le GPU va lancer un pipeline de traitement où il va dispatcher les données des VBO thread sur ces cœurs et exécuter en parallèle les shaders, vertex puis fragments, sur ces threads utilisant chacun des données différentes. Alors le GPU va être au maximum de ses performances quand l'ensemble des threads sont utilisés et traitent la même instruction en parallèle des autres. Donc les opérations qui seront souvent les plus lentes pour le GPU sont celles qui nécessitent une synchronisation globale. Par exemple, le changement de shader, qui va demander à la carte graphique de terminer l'ensemble de ses threads avant de réinitialiser entièrement son pipeline. On parle alors de pipeline flush. Ou encore celle de communication entre le CPU et le GPU pour envoyer ou récupérer des données qui nécessitent également de la synchronisation et peut être également limitée par le transfert des données. Alors notez que ces opérations, elles seront généralement invisibles pour vous, mais elles pourraient devenir un goulot d'étranglement pour une utilisation intensive, telle que pour un jeu vidéo si elles sont appelées trop souvent. Et puis, dernier point concernant le langage et la compilation des shaders. Alors, les shaders qu'on utilise sont écrits dans le langage GLSL pour OpenGL Shading Language.
Donc c'est un langage spécifique qui peut ressembler à du C++ sur beaucoup d'aspects, mais qui est en fait plus simple et dédié à faire du calcul de type matrice-vecteur. Alors les notions de vecteur et de matrice en 2D, 3D et 4D, elles sont déjà prévues dans le langage de base. Il y a des vec2, vec3, vec4, mat2, mat3, mat4. Alors qu'en C++, on a besoin de bibliothèques pour ça ou de les recoder. Il y a également des opérations telles que l'inverse des matrices ou l'interpolation entre valeurs qui sont également proposées par défaut. Et on peut définir des structures de données également pour les regrouper. Par contre, le langage y reste simple, on ne pourra pas, par exemple, définir des constructeurs spécifiques et on n'accédera pas à des notions de pointeur mémoire. Alors, les shaders, ils peuvent être plus compliqués à débugger qu'un programme classique, puisqu'ils sont exécutés en parallèle sur une architecture spécifique, et il n'est pas possible d'afficher le contenu mémoire d'une variable, il n'y a pas de print ou de stdcout en GLSL. Et on ne pourra pas non plus placer des points d'arrêt à l'aide d'un IDE. Alors, le code GLSL, il doit être compilé pour pouvoir être exécuté par le GPU. Alors, du fait de la simplicité du langage, en fait, la compilation du GLSL, elle est très rapide et elle est réalisée, en fait, par le programme principal lui-même lors de son exécution par des instructions OpenGL. Alors, ça signifie que le code GLSL, il est recompilé automatiquement à chaque fois que vous lancez le programme exécutable. Donc, si je reprends globalement, votre programme C++, il est compilé, lui, pour devenir un exécutable pour votre CPU. Cette compilation, elle n'a pas de rapport avec le GLSL, c'est uniquement pour le code C++. Ensuite, à chaque exécution de votre programme, le code GLSL, il est chargé en mémoire RAM et il est compilé par des appels OpenGL qui le convertissent en des instructions exécutables par votre GPU. Et c'est ce qu'on appelle ensuite un shader programme. Alors ça signifie notamment que si vous modifiez votre shader, vous n'avez pas besoin de recompiler votre code C++. Le nouveau shader, il sera automatiquement recompilé à chaque prochaine exécution. Et il est même possible, par exemple, de coder le fait que le programme C++ rappelle la compilation du shader pendant sa propre exécution, ce qui peut être utile, par exemple, pour modifier un shader et voir le résultat de la modification dynamiquement. Alors ça signifie également que votre programme il puisse crasher si vous avez modifié un shader, et donc ça va indiquer qu'il échoue au moment de sa compilation. Mais il faut bien entendre par ça que c'est la compilation du GLSL et pas du code C++. Alors enfin, je précise que OpenGL utilise le langage GLSL et c'est également le cas de WebGL qui permet l'affichage 3D sur navigateur. Mais il existe d'autres API graphiques qui pourront utiliser des variantes. Donc par exemple, Direct 3D, l'API graphique spécifique à Windows avec DirectX, utilise HLSL pour High Level Shader Language. Il y a également Vulkan, qui est une API ouverte et cross-platform, qui est plus récente, mais également plus technique et bas niveau qu'OpenGL, et elle utilise une description de shader en bytecode qui s'appelle Spire, qui permet d'intégrer de manière unifiée des instructions graphiques, mais également des instructions plus génériques pour du calcul parallèle. Et puis enfin Mac, quant à lui, se détache de plus en plus des API multiplateformes et utilise l'API Metal qui est associée au langage de shader MSL pour Metal Shading Language, qui ne fonctionne que sur macOS.